Le but, c'est que le public me déteste au maximum. S'il y a un truc intelligent qui sort de ta bouche, je te casse une chaise dans la gueule. C'est ce qui te plaît dans le catch? La bagarre. Est-ce que vous allez... Pas ces petites fiottes qui vont me faire chier. Oh, il va le choper. La tire. Celui-là, c'est le joueur qu'il faut cogner. Le combat n'a pas lieu en France parce que c'est pas légal. Reste en face pour bloquer. Hein. Tu vas boxer contre un jeune d'ici, quoi. Et il n'a pas beaucoup de combats, il a que 2 combats. Hein. Mais lui, il a 14 ans. 14 ans 14 ans seulement? Donne-lui la main. Ouais, parfait. J'achète. Viens chercher ton argent. Bonsoir monsieur, bonsoir, bienvenue dans Enquête exclusive. Vous allez pénétrer ce soir un univers tout à fait étonnant, celui des sports de combat, très à la mode en France, très populaire dans certains milieux, presque aussi populaire d'ailleurs que le football. Il fascine, quelles que soient encore une fois les catégories sociales, les adolescents et les enfants. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a ces casquettes, ces masques, ces ceintures, ces tenues colorées, mais aussi des rites assez curieux qui mélangent à la fois le culte du corps et le goût de la provocation. Alors cet univers a également ses dangers. Le free fight est d'ailleurs interdit aujourd'hui encore en France. Et puis en Thaïlande, ce sont des enfants qui montent sur le ring et les bookmakers s'en donnent à cœur joie. Catch, boxe thaï, free fight, les nouveaux gladiateurs du ring, c'est un document signé Simon Viltard pour ses productions et Enquête exclusive. Voilà le genre de show qui fait fureur en ce moment. Aux premières loges, des stars. Mais ce soir, Demi Moore et Ashton Kutcher ne sont pas venus voir un concert. Au centre de l'arène, dans ce ring grillagé aux allures de cage, des athlètes au physique impressionnant se livrent à des affrontements d'une sauvagerie encore jamais atteinte. Il s'agit d'un nouveau sport de combat hyper violent, le free fight. Aux États-Unis, ces gladiateurs peuvent gagner plus d'1 million de dollars par soir. Le free fight a conquis le monde en quelques années. Le phénomène débarque en France. Du côté de Lyon, comme tous les jours de la semaine, Cyril Brabec consacre toute son attention à un travail minutieux. Il est prothésiste dentaire. Il n'en a pas l'air comme ça, mais ce jeune homme est un champion de free fight. En France, il a juste le droit de s'entraîner. Sa discipline est jugée si violente que les compétitions ne sont pas autorisées. Un interdit que Cyril contourne régulièrement. Son 10e combat aura lieu dans 48 heures. Mais même à l'entraînement, mieux vaut pour lui avoir un bon protège-dents. Indispensable. Je l'ai fait moi-même. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il va nickel. Et c'est un truc de pro. Passionné d'arts martiaux, il a troqué le kimono pour la tenue moins traditionnelle du free fight. La tenue, voilà, c'est coquille, protège-dents, short et des petits gants. Et on est pareil pour l'aventure. Une aventure qui peut faire mal, car en free fight, presque tous les coups sont permis. Y compris lorsqu'un combattant a été mis au sol. Après, au sol, en gros, vous avez le droit de frapper de partout et surtout comme ça. Cyril a parfaitement le droit de continuer à frapper son adversaire à terre. Changez les rôles. S'il le veut, il peut même l'étrangler. Je peux très bien faire ça. D'accord. Mais Cyril a une méthode encore plus radicale pour gagner. Entre guillemets, mon point fort, moi, ce sera mes genoux. Dans ces positions, parce que
Je suis un peu vicieux et moi ça va être ça. Pour compresser les côtes pour que ça casse. En compétition, Cyril n'hésitera pas à casser des côtes. C'est d'ailleurs pour préserver l'intégrité physique des athlètes que les autorités françaises interdisent les combats de free fight. Mais passer outre n'est pas très compliqué. Go to Genève. Cyril part se battre à l'étranger. Ce soir, direction la Suisse. Alors, le combat n'a pas lieu en France, tout simplement parce que c'est pas légal. Donc les combats vont se dérouler à Genève, parce que la législation suisse permet ce style de combat. Voilà. Les combats de free fight sont en fait autorisés chez la plupart de nos voisins européens, comme la Belgique, l'Espagne ou l'Allemagne. Chaque semaine, des dizaines d'athlètes français comme Cyril quittent l'Hexagone le temps d'un week-end. Voilà, obligé de passer la frontière suisse pour pouvoir combattre. À Genève, Cyril doit affronter un adversaire brésilien redoutable. L'engouement pour le spectacle de la violence n'a jamais été aussi fort. Comme le free fight, le catch aussi remplit les salles. Autrefois ringard, il cartonne aujourd'hui grâce à des fans inattendus. Les enfants. Les catcheurs sont leurs nouveaux héros. Ils connaissent leur nom par cœur. Jeff Hardy, Mysterio, Triple H, John Cena, Shawn Michaels. Non, c'est Undertaker le meilleur. Non, c'est Rey Mysterio. Rey Mysterio, Undertaker ou John Cena. Ils sont un peu kitsch. Pourtant, ils sont devenus en quelques années seulement des stars dans le monde entier. Le catch est même aujourd'hui un énorme business qui rapporte plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Dans le nord de la France, Allez, boum, 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 allez! Daniel Jalbert, alias Booster, surfe sur le succès du catch. Il nous dévoile les ficelles de ce sport spectacle où les coups font plus de peur que de mal. Dedans, boum! Ah, ça c'était bien ça. En free fight, Cyril, lui, ne fait pas semblant de se battre. En Russie, mon combat d'il y a 6 mois, j'ai une côte cassée et je vais au terme du combat. Sur le ring, avec l'adrénaline, les combattants vont souvent au-delà de leurs limites, au risque de se blesser grièvement. Les matchs prennent parfois un tour dramatique. Plus exotique, mais tout aussi dangereux, certains Français n'hésitent pas à aller jusqu'en Thaïlande pour se perfectionner en boxe thaï. Cet art martial a été inventé au XVIe siècle par les soldats thaïlandais. Pour frapper leurs adversaires, les boxeurs peuvent utiliser leurs poings bien sûr, mais aussi leurs pieds, leurs genoux et même une arme redoutable, leurs coudes. Ce sport compte plus de 10 000 licenciés français. Les plus motivés, comme Rémi et Loïc, font le voyage pour s'entraîner à la dure, comme des tailles. Ils ne vont pas être déçus du voyage. Ah mais le tout ici, des serpents, hein, des scorpions, des trucs de ouf. Trucs de ouf. Des putains de cobras et tout derrière là. Et un nid là. Bon, bah, c'est normal, en même temps on est en Thaïlande. Et dans ce pays, même les enfants sont poussés sur le ring. Parfois, au mépris de leur santé. Boxe thaï, catch, free fight, qui sont les gagnants et les perdants de la nouvelle vague des sports violents. En Suisse, c'est la première fois qu'une compétition de free fight est organisée sur les bords tranquilles du lac de Genève. Dans un petit hôtel du centre-ville, Cyril retrouve les autres combattants de la soirée. Ils sont 5 Français, tous venus pour échapper à l'interdit qui frappe les combats de free fight sur notre territoire. Ce Brésilien, ici de face, va finir à l'hôpital. Tout se joue en une fraction de seconde. En plongeant dans les jambes de son adversaire, il se prend un coup de genou en pleine figure. Un coup terrible qui vient de lui briser la mâchoire.
Son sang recouvre le torse de son adversaire, mais pas question de se rendre. C'est dans ces moments-là qu'un combat peut déraper. Tire son bras et tu te relèves. Pousse tes deux jambes, Albry. Allez, pousse un peu. Pour le forcer à abandonner, son adversaire le frappe là où ça fait mal. Mais le Brésilien ne renonce pas et il finit tout de même par l'emporter. L'adrénaline lui a permis de tenir malgré une double fracture de la mâchoire. Tout de suite après le combat, il sera transporté d'urgence à l'hôpital. Pendant ce temps, Cyril se concentre. Un combat difficile l'attend. Il rencontre ce soir l'un des meilleurs free fighters européens. Alors, on va chercher à faire mal. Donc, il va falloir cogner. Il va falloir envoyer de la cacahuète fort. Voilà. Pour lui faire mal, pour qu'il ait plus envie de rentrer. Si possible, le KO. On va essayer ça. Surtout ça d'ailleurs. Voilà. De l'autre côté du globe, en Thaïlande, il y a des Français que leur passion des sports de combat a mené bien plus loin que la Suisse. Nous sommes à Bong Sapan. Les paysages sont d'une beauté à couper le souffle. Inconnus des vacanciers, ces plages de rêve restent désertes toute l'année, malgré l'eau transparente. À seulement 300 km au sud de Bangkok, les habitants vivent encore au rythme de la pêche. Le tourisme de masse n'a toujours pas débarqué dans cette province. Et pourtant, c'est dans cette région que Loïc et Rémi ont décidé de passer plusieurs mois. Loïc, en short rouge, est policier. Rémi, lui, travaille à la SNCF. Ils sont venus s'entraîner dans un camp de boxe thaïlandaise, monté par les Pinto, une famille de Français installés ici. Le fils aîné des Pinto est un champion. À 18 ans seulement, il a près d'une centaine de combats à son actif et sert de sparring partners aux élèves du camp. À chaque séance, il pousse Loïc dans ses retranchements. Au pied du ring, Serge Pinto, le père, donne le tempo. Allez Loïc, il faut tenir là, ça fait 10 minutes. Normalement, il y a encore 30 minutes à tenir là. La leçon du jour, faire comprendre à Loïc qu'il n'est pas assez ferme sur ses appuis. En clair, qu'il ne tient pas debout. Le jeune Pinto se charge de lui faire la démonstration. Loïc n'en peut plus, mais l'entraîneur n'interrompt pas la séance pour autant. Alors que tu vas être collé, comme ça, le gars il va te tourner, il va te faire voler. Respire là, t'es en apnée tout le temps. T'es en train de te déguiser en Jacques Mayol, t'es pas dans le grand bleu là. Pour Serge, le stagiaire doit apprendre à dépasser ses limites. Allez, encore un peu, tu lâches pas, 30 secondes. Descends pas tes mains. L'entraînement va très mal finir. C'est quoi ça? Ça se passe, ça, tu fais pas ça. Tu fais chez toi ou quoi? Oh. Tu fais quoi là? Loïc souffre, mais en Thaïlande, un boxeur ne doit jamais montrer sa douleur. Tiens-toi droit, viens à côté de l'eau là. Ah, coach, j'abuse. Lève le bras. Pour les Pinto, l'attitude de Loïc est inacceptable. Tiens-toi droit. Tiens-toi droit. Tiens-toi droit, bordel. Passe-moi de la glace, s'il te plaît. Arrête de montrer que t'as mal, on le sait que t'as mal, c'est bon là. On est digne à la boxe. Digne, là j'ai mal, d'accord. Mais même quand t'as mal, tu te tiens droit. Loïc est blessé. Dans 2 jours, il devait combattre pour la première fois en public un boxeur thaïlandais. C'en est fini de son rêve de sportif. Rémi, lui, poursuit l'aventure. Cet employé de la SNCF a posé tous ses congés pour venir s'entraîner dans le camp. Tu rentres et t'attrapes le coup.
La méthode Pinto, il connaît bien. Ne tourne pas. Reste en face pour bloquer. Hein. Rémi en est déjà à son 2e séjour ici. Quand t'as les jambes, quand t'es en feu, quand les jambes elles sont en feu complètement, quoi, t'en fais 2 encore. Quoi. T'as mal là? Ouais. Allez, encore un aller-retour. Dans 48 heures, Rémi combattra dans la catégorie des moins de 60 kilos. Seulement, il en a 2 en trop. Alors pour les perdre, il doit courir en plein soleil, avec un anorak sur le dos. C'est le même principe qu'un sauna. C'est bon, Rémi. Le but est de suer le plus possible. T'as pas perdu encore 2 kilos avant le coaching, c'est pas normal. Cette technique est très efficace, mais c'est une vraie torture pour le corps de Rémi. C'est super trop dur. Il fait super chaud en plus aujourd'hui là. Cet après-midi là. Je sais pas combien il doit faire, 40, j'en sais rien, mais. Bon, c'est la dernière ligne droite alors. C'est pas trop violent comme. C'est super violent, ça te secoue. Il faut pas penser à ça quoi. Faut y aller au mental et voilà, on verra bien, de toute façon on est là pour ça. Rémi paye 300 € par mois pour son entraînement. Les Pinto ont ouvert ce camp sous les cocotiers il y a 4 ans. Après plusieurs tours du monde, Serge Pinto a posé ses valises en Thaïlande. Là, on a été les premiers à traverser le Lesotho, qui est une enclave dans l'Afrique du Sud, dans les montagnes du Dragon. Ce sportif baroudeur s'est pris de passion pour le sport national de son pays d'adoption, la Thaïlande. Depuis leur plus jeune âge, Antoine et Victor, ses 2 fils, s'entraînent ici en compagnie de jeunes champions locaux, comme Sasa. Cette jeune athlète fait régulièrement la couverture des magazines de boxe thaï, car sous ses airs de jeune fille sage, elle est sur le ring d'une efficacité redoutable. Regardez dans quel état elle a mis sa dernière adversaire. Ça, c'est toi qui a fait ça? Pour Rémi, le grand jour est arrivé et il n'emmène pas large. La dernière fois qu'il a combattu en Thaïlande, il a été mis KO en moins d'1 quart d'heure. Le combat d'aujourd'hui aura lieu à 300 km du camp. Allez hop, c'est dans la boîte là. Avant de monter sur le ring, Rémi a donc 3 heures de route à faire à l'arrière du pick-up des Pinto. Malgré les suspensions trépidantes, il s'endort bien vite, épuisé par plusieurs semaines d'entraînement intense. La voiture file vers la très chic Hua Hin. Avec ses hôtels de grand luxe et son immense plage de sable blanc, cette station balnéaire attire les touristes du monde entier. Après une journée les pieds dans l'eau, l'une des distractions préférées des vacanciers est d'aller voir des combats de boxe thaï. Ce soir, pour distraire les touristes, c'est Rémi qui va se battre. Le combat a lieu dans ce club de musculation fréquenté essentiellement par des Occidentaux. En soirée, la salle se métamorphose. Ambiance discothèque, tandis que les vacanciers prennent place autour du ring. Pendant que la salle se remplit, Rémi attend dehors. Il est ravi d'être à l'affiche. Vous êtes sur le programme là? Ouais. Si, là. Là, ils vous ont appelé comment? Bah, Lémi en fait, parce qu'il n'y a pas trop de R en Thaïlande, donc c'est souvent comme ça qu'on appelle. Le surnom, c'est quoi? C'est King of Nana. C'est le roi du chaos. On verra ça. Il n'y a pas de vestiaire. Les athlètes se préparent sur de simples nattes, à même le sol. Les boxeurs sont entièrement enduits de vaseline pour que les coups de leur adversaire glissent sur leur peau. Logé à la même enseigne que les Thaïlandais, Rémi reçoit les dernières recommandations d'Antoine et de Serge Pinto.
et tape. Même si tu tapes que dans les jambes, quoi. Et tout tape. Le show commence rituellement par l'hymne au roi de Thaïlande. Cette soirée a beau être une attraction pour touristes, il y a des traditions avec lesquelles on ne transige pas. Ce soir, 5 combats sont au programme. Il y en a même un entre 2 jeunes femmes, ça plaît toujours beaucoup aux vacanciers. Sur le ring, les duels sont acharnés. Le niveau est élevé. Les combattants utilisent tous les coups autorisés dans cette discipline très violente. Les boxeurs thaïlandais se livrent sans réserve car après chaque duel, ils descendent dans le public pour faire la quête. Plus le match a été spectaculaire, plus ils ont été vaillants et plus les touristes leur donnent d'argent. C'est au tour de Rémi de monter sur le ring. Il porte la coiffe traditionnelle des boxeurs thaïs. Ce soir, c'est le seul occidental. Lui boxe pour le plaisir. Comment va-t-il s'en sortir face à un Thaïlandais qui se bat pour gagner sa vie? C'est toi le plus fort, c'est ta soirée. Hein. Allez, tape-y fort, tape tout ce que t'as, quoi. Allez, soirée, mon grand, c'est ta soirée, c'est toi, là. Rémi est beaucoup plus grand que son adversaire, mais c'est le Thaïlandais qui est le plus puissant. Ses coups sont donc les plus dangereux. Rémi doit profiter de sa taille pour frapper de loin, sans se faire toucher. Ouais, recule, Rémi! Recule! Avec ses grandes jambes, Rémi parvient à maintenir son adversaire à distance tout le premier round. Le match commence bien, d'autant que Serge vient d'identifier un gros point faible chez le Thaïlandais. Rémi, il peut pas se parer à droite, il n'arrive pas à lever sa jambe. Il tape du droit, il peut pas se parer à droite. Le Thaïlandais a du mal à se protéger des coups qui viennent de la droite. Alors la consigne de Serge Pinto est on ne peut plus simple. Tape à droite! Ouais! Envoie ta droite! Ton pied droit! La tactique s'avère payante. Pendant un moment, Rémi semble avoir match gagné. Pourtant, le Thaïlandais n'a pas dit son dernier mot. Dans 40 secondes, le Français sera au tapis. Au 3e round, le Thaïlandais a décidé de sonner la fin de la récré. Une avalanche de coups s'abat sur Rémi. Il n'est tout simplement pas au niveau. Un coup de pied l'atteint en plein ventre. Rémi s'effondre, il est incapable de se relever. L'arbitre préfère arrêter le combat. La douleur est trop forte pour le Français. Serge réconforte son élève. Pour son prochain combat, il réserve à Rémi un adversaire à sa portée. Un adolescent de 14 ans. En Thaïlande, Serge sait où trouver des enfants boxeurs prêts à se battre pour quelques euros. À 10 000 km de là, en banlieue parisienne, d'autres enfants sont au cœur d'un juteux commerce lié au sport de combat. Cet après-midi-là, à La Défense, l'immense centre commercial des 4 temps est quasiment désert. Pourtant, du côté du magasin de jouets, c'est l'émeute. Cela fait 4 heures que certains attendent là. La foule commence à s'impatienter. Dans les coulisses, la sécurité du magasin est sur les dents. Ses fans scandent le nom de Matardi, un catcheur qui appartient à l'écurie de la WWE, la plus grosse fédération de catch américain. 800 passes gratuits ont été distribués aux enfants parisiens pour une séance de dédicace avec la star. Ils se sont arrachés en quelques heures. Du coup, certains ados ont dû l'acheter au marché noir. Ces 2 jeunes filles ont déboursé 10 € pour approcher le fameux Hardy. Normalement, on nous le donne, mais bon, nous,
on a été obligé de l'acheter parce que sinon on pouvait pas avoir d'autographe. On voulait trop le voir. On voulait le voir. À qui vous l'avez acheté? Bah, des jeunes qui le vendaient. Non, mais c'était gratuit. Bah ouais. Pas de chance. Mais bon, c'est pas grave, on va aller voir. Au final, on va voir. Tout ce qu'on voulait, c'était le voir. Ouais, voilà. Avec ses lunettes noires, Matardi arrive enfin par un couloir dérobé dans la salle de dédicace. Il a plus d'1 heure de retard. Il est accompagné par Eve, une reine du catch féminin. Pour la WWE, ces enfants qui attendent sont avant tout des clients. Et Matt et Eve sont les VRP d'une énorme machine commerciale. Leur image, leur combat, leur carrière, tout est orchestré par la WWE. Cette fédération américaine cotée en bourse a remis le catch au goût du jour en misant tout sur la scénarisation des combats. Qu'elle vend à toutes les télés du monde. En utilisant le côté grand guignol du catch pour séduire les enfants, la WWE a réussi à en faire un business très sérieux. Descendez de là, sinon vous sortez du magasin maintenant. Notamment grâce aux jouets sous licence. Très ciblés, ils ont été placés tout le long de la file de fans. Les gamins ne peuvent pas leur échapper. J'ai vu qu'il y a plein de paquets derrière là-bas. Au milieu du rayon, la figurine de Matardi trône en évidence. Chaque catcheur a la sienne. Il y a aussi des ceintures de champions, des sacs, des classeurs, des horloges, des boîtes et le cadeau vedette de ce Noël, ce grand coffret contenant un ring et une dizaine de figurines. Grâce à tous ces produits dérivés, la WWE est une entreprise qui vaut aujourd'hui 1,5 milliard d'euros. Il y a les cartes aussi. Fais voir. Le jackpot, ce sont ces cartes à collectionner. Il y en a une par catcheur. C'est Matardi. Et là aussi, Eve, c'est ça. Il y a Eve. Voilà. Tu fais quoi avec? Bon, on les collectionne. Ah ouais? Et il y en a combien en total? Il y en a 172. 172? Réponse. Cette année, il s'est vendu plusieurs centaines de millions de ces cartes dans le monde. Les cartes, j'achète toutes les semaines 3-4 paquets de cartes chacun, à 1,50 € le paquet. Ils nous ruinent. Les cartes, les ceintures, ils nous ruinent. Au bout d'1 heure passée à faire des dédicaces, Matardi met un terme à la séance. Mais avant de partir, il a tout de même eu un petit geste pour ses fans. À l'abri derrière un cordon de sécurité, il signe une des canettes de boisson énergisante qu'il vient de boire, puis la jette dans la foule. Cela paraît incroyable. Les fans sont enchantés par la prestation de leur idole. On n'a pas le droit de passer à deux, mais il est super gentil parce qu'on l'a appelé et en fait il est venu juste là, tout près, il nous a acheté sa canette, je crois. Enfin bref, on l'a vu tout près, quoi. Il nous parle et tout. Et il a parlé et tout, donc c'est vraiment super. Ouais, bon, surtout, je crois qu'ils sont en train de partir. Cet engouement phénoménal ne profite pas qu'à la WWE. Partout en France, les galas de catch font un carton. Et cela arrange bien Daniel Jalbert, alias Booster. C'est l'un des rares catcheurs professionnels en France. Il gagne sa vie en organisant des spectacles. Ce samedi-là, le maire de Calonne-sur-Écoire, dans le Nord, l'attend de pied ferme. Il a déboursé 6 000 € pour faire venir Booster et sa troupe. Bonjour monsieur le maire. Il espère en avoir pour son argent. Vous allez bien? Ça va la jeunesse? Ça va, ouais. J'arrive. Votre ring, il est où? Pardon? Il est où votre ring? Il est dans le camion? Bon, non. On est très doux en rangement en fait. Monsieur le maire semble dubitatif. Mais Booster et son équipe sont bien rodés. Ils en sont à leur 30e représentation de l'année. Alors monter et démonter un ring, ils savent faire. Il leur faut moins de 2 heures pour l'installer. Booster a fait sienne les recettes de la WWE, la grosse machine américaine. Il va nous en dévoiler tous les secrets. L'idée c'est ça. Si on fait Hooligan Beef Léo, on fait gagner Léo en fait.
Et après, je vais peut-être pas tout détailler, après il y a une altercation et tout ça, il y a des trucs à dire au micro. Qui va gagner? Qui va perdre? Tout est décidé à l'avance. Kim Boula. Kim, tu finis blessé à la fin. Ok? Je mets ça sur les trucs et on voit. Sur ces feuilles qu'il affiche dans les vestiaires, Booster a entièrement scénarisé le show. Il a même accepté de briser un autre tabou du catch en nous laissant assister au dernier réglage des combats. Ok, vas-y. L'ambiance tient plus du café-théâtre que de la compétition sportive. Tu dois arriver à te mettre dans l'esprit que t'es le putain d'hooligan qui tient des propos du café du commerce, quoi. S'il y a un truc intelligent qui sort de ta bouche, je te casse une chaise dans la gueule. Et tu pourrais peut-être rouler vers moi et tu sais, genre me prendre le micro et tu fais penalty. Christophe Agius, le speaker de la soirée, s'occupe des dialogues. Pour le personnage d'Hooligan Biff, un supporter ultra-violent du PSG, interprété par Nicolas, il ne fait pas dans la dentelle. Mais n'hésite pas à agrémenter tout ça de couilles, de bites, de trucs vulgaires. Ça, faut le faire 2-3 fois pour essayer de donner l'impression que t'es un sale enculé, quoi. Mais de toute manière, moi, d'être un enculé, ça me va, quoi. Clairement, quoi. Non, c'est pas en fait. Nicolas a l'habitude, il est abonné au rôle du méchant. Le but, c'est que le public me déteste au maximum. Donc, si je peux faire le plus de saloperies possible, je vais pas me gêner. C'est Booster, en personne, qui règle les combats. C'est par nous. Le secret? C'est par nous, pousse-toi. Donner les coups les plus impressionnants possibles, sans que les adversaires se fassent le moindre mal. Hop, Roseline. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Boula Punk, la femme de Booster, joue le rôle de la méchante. Ce qui est bien, c'est que t'arrives à 3 mètres là avec le kendo là. Avec son bâton, elle est censée blesser Kim, la gentille. Mais l'effet produit n'est franchement pas terrible. Tu peux me le mettre dans le dos. C'était bon comme ça, non? Ça fait pas franchement furieux, quoi. Ta position comme ça est bizarre, quoi. Ben comment tu veux que je le prenne? Faudrait juste que tu arrives comme ça, que tu te bloques, hein, et boum. Les conseils de Booster n'y changent rien. Boula Punk a beau tout essayer, son coup de bâton n'est pas du tout convaincant. Bah, le dos, ça rendait bien, non? Le truc, c'est que là, on a vraiment l'impression que tu joues au golf, quoi. Il faut vraiment que tu boum, quoi. Ah, c'est bien. Par contre, derrière les genoux, ça fait super mal. Bah, je suis désolée. Le numéro de Boula Punk n'est toujours pas au point. Et dans moins d'une heure, le spectacle doit commencer. D'en chier bien, de vendre quelques secondes avant de tenter de ramper. Toi, tu le laisses un peu ramper. Il est 20h et toutes les familles de Calonne-sur-Écoire convergent vers la salle des fêtes. Bonjour, messieurs, dames. Il y a des fans de catch là, carrément. Ah oui, hein. Alors moi j'ai une place ici. Ils sont tous très jeunes, mais la violence du catch ne les effraie pas, bien au contraire. Qu'est-ce qui te plaît dans le catch? Le sang. Ouais, la bagarre. Les enfants adorent le catch, car la mécanique du spectacle est imparable. C'est le guignol du 21e siècle. Est-ce que vous êtes là? D'abord, il faut mettre de l'ambiance. C'est le rôle de Christophe Agius. Un pro, il commente les shows de la WWE à la télé. Mesdames et messieurs, le premier homme à venir sur le ring. Hooligan Biff est donc le méchant. Ce personnage de supporter parisien ne met pas longtemps à s'attirer les foudres du jeune public, surtout dans le Nord. Faut pas oublier un truc, c'est que ce soir, Paris va repartir avec la victoire comme d'hab. Il est là pour se faire détester. Et il fait tout pour. C'est pas ces petites fiottes qui vont me faire chier. Les jeunes spectateurs sont maintenant remontés à bloc. Il n'y a plus qu'à faire entrer Luca Di Leo, le personnage du gentil. Il est grand, musclé, son short est blanc, et les enfants en font aussitôt leur champion. Le catch utilise en fait les mêmes ressorts dramatiques que le guignol, mais sur la scène,
ce ne sont pas des marionnettes qui se mettent des coups, ce sont des êtres en chair et en os. Au début du spectacle, le héros se prend toujours une bonne volée. Le bien se retrouve en difficulté, le mal domine, en plus il triche et il provoque. Face à l'injustice triomphante, les enfants crient leur indignation. Une fois le héros à l'agonie, Christophe Ajus sollicite l'aide du public. Il a besoin de vous, mesdames et messieurs, il faut l'aider. Les enfants ne se font pas prier. Avant le compte de 10, c'est un double carreau. Grâce à leurs encouragements, comme par miracle, le champion du bien reprend le dessus et finit par terrasser le mal. C'est directement dans le genou de Biff, qui est en train de se rouler par terre, là, comme si on lui avait brisé la jambe. Mesdames et messieurs, je vous demande encore d'applaudir le vainqueur de ce match. Tout est bien qui finit bien. Les enfants hurlent leur joie. Mais un dernier retournement va achever d'échauffer leurs esprits déjà surexcités. Au risque d'en faire sourire certains, aujourd'hui c'est peut-être un des plus beaux jours de ma vie. Et cette victoire, je la dois en grande partie à cause de vous tous. À partir d'aujourd'hui, Calonne Gricoire, vous êtes mon porte-bonheur. Et ce soir, grâce à vous, la bataille royale, je la gagne. Le match est censé être fini. Du coup, le passage à tabac du gentil, en dehors du ring, devient étrangement réaliste. Les plus jeunes en restent bouche bée, tandis que la sécurité fait mine de sortir le méchant, les insultes fusent. La salle frôle l'hystérie. Christophe Ajus a le sourire, les enfants sont à fond. Il ne reste plus au speaker qu'à faire monter l'ambiance crescendo jusqu'au bouquet final. C'est l'heure de la bataille royale. Lucas, le chevalier blanc, Boula Punk, mais aussi l'ignoble Zandor, Greg Fury et bien sûr Hooligan Biff, tous montent sur le ring. Mesdames et messieurs, ils sont tous sur le ring maintenant. Un seul survivra. Qui va survivre cette bataille royale? C'est une énorme foire d'empoigne. Le dernier qui restera sur le ring sera désigné comme le grand vainqueur de la soirée. Ils vont l'éliminer. Attention, Boula Punk éliminé. À ce stade du spectacle, les enfants savent ce qu'ils ont à faire. Ils encouragent à plein poumon Greg, le dernier gentil. Allez Greg, faut y aller Greg. Allez. Oh, il va le choper. La terre. Oh mon Dieu. Cette mécanique bien rodée permet à la petite troupe de boosters de remplir les salles municipales le week-end. On est encore loin du business de la WWE, mais en fin de spectacle, les posters des héros s'arrachent. Et le meilleur, c'était qui alors? Pour dissuader les enfants de reproduire chez eux ce qu'ils ont vu sur le ring, le speaker termine toujours le spectacle par la même recommandation. Mais ne faites pas du catch chez vous. Voilà, merci de votre attention et on peut repartir. En France, on empêche les petits d'imiter les catcheurs. Mais sous d'autres latitudes, c'est l'inverse. Des enfants sont poussés sur le ring, parfois au mépris de leur santé. En Thaïlande, à Bangsapan, pour faire tourner son camp, Serge Pinto a besoin de jeunes talents thaïs qu'il fera combattre face à ses clients français, pas toujours très doués. En général, il va les débusquer dans d'autres centres d'entraînement de la région. Et là, on va à un camp qui s'appelle Pet Ponsai, qu'on appelle aussi le camp des bananes. Le camp des bananes. Il doit son nom à l'immense marché aux bananes situé juste à côté, mais il est nettement moins pittoresque.
En bordure d'autoroute, il ressemble plus à un taudis de bidonville qu'à un centre sportif. Le patron, avec sa coupe à la Elvis Presley, a la réputation de former les meilleurs petits champions de la région. Il s'est spécialisé dans l'entraînement des enfants. Serge vient régulièrement chez lui pour faire son marché aux athlètes. On a un blanc de 60 kilos, ça t'intéresse d'organiser un combat avec lui? 60 kilos? Ouais. Ouais, ça m'intéresse. Contre un de mes débutants. J'en ai peut-être un. Il arrive tout à l'heure d'ailleurs. Le prochain adversaire de Rémi s'entraîne tous les jours sous ce toit de tôle. Le camp a été dans le bas-côté de l'autoroute. L'environnement est épouvantable. Le vacarme des camions, assourdissant. Construit à même l'accotement, le ring se couvre de boue à la moindre pluie. Les enfants s'entraînent ici dès l'âge de 7-8 ans. Chaque séance commence par 1000 coups de genoux pour endurcir les petits. Voici le boxeur qui a été choisi pour combattre Rémi, l'élève de Serge. Il rentre tout juste de l'école pour s'entraîner. C'est encore un adolescent. Lui, il a 14 ans. 14 ans? 14 ans seulement? Oui. Hé, hey, lève-toi. Allez, viens là, viens là. Oui, c'est 14 ans seulement? Oui. 60 kilos. Ouais, c'est encore un débutant. Et c'est le genre de boxeur qui peut vous intéresser, vous, pour Oui, votre ça, sport? oui, oui. Quand on voit comment il est fabriqué... Pardon? Je vais chercher Rémi pour qu'il vienne. Viens, viens. Serge a fait venir son élève pour lui présenter son adversaire. Tu boxes le 2 novembre à Loïc Raton, là. Sur un gros show, quoi, et tout, et tu vas boxer contre un jeune d'ici, quoi. Et il n'a pas beaucoup de combats, il n'a que 2 combats. Hein. Donc tu vas venir te mettre à côté de lui, là. Vire-moi ton truc de merde, là, quoi. Pas de pochette, Rémi fait suffisamment touriste pour ne pas en rajouter. Ouais, ouais. Tu dis bonjour en arrivant. Pour vérifier que le Français et son adversaire sont à peu près du même gabarit, il est placé torse nu à côté de l'adolescent. 60 kilos. Et lui aussi, il fait 60 kilos. Ça vous va? C'est d'accord, alors? Ok, c'est bon, tu vas pouvoir mettre un t-shirt. Marché conclu, il ne reste plus qu'à faire la photo de l'affiche. Lève tes bras, donne-lui la main. Ouais, parfait. Eh, vas-y, toi, prends la photo. Sur la photo, les deux boxeurs ont 12 ans d'écart. Rémi, un adulte de 26 ans, va se battre contre un enfant de 14 ans seulement. En France, un tel combat serait bien sûr interdit et ceux qui tenteraient de l'organiser seraient poursuivis pour avoir mis un mineur en danger. Mais en Thaïlande, les combats d'enfants ne choquent personne et ils sont aussi violents que ceux des adultes. Venez, on va s'amuser. Allez, venez, il y a encore 17 places. Attention, ça va commencer. Au village de Chompon, les mamies se sont mis sur leur 31. Ce soir, c'est la kermesse annuelle de leur bourgade. Et en Thaïlande, pas de fête réussie sans musique ni combat de boxe. Ce soir,
Achonpon, va être désigné le meilleur combattant du sud de la Thaïlande. Les participants sont tous mineurs. Le public est venu voir des enfants. Ce soir, Achonpon va être désigné le meilleur combattant du sud de la Thaïlande. Les participants sont tous mineurs. Le public est venu voir des enfants se battre. La star de la soirée vient de Bang Sapan, le village des Pinto. À 13 ans, Klasuk a déjà une cinquantaine de combats derrière lui. En Thaï, son nom signifie « celui qui n'a pas peur de se battre ». Il fait le trajet en plein vent, à l'arrière du pick-up. En Thaïlande, c'est la tradition, un signe d'allégeance à l'entraîneur. Après 2 heures de route, l'enfant arrive enfin à la kermesse de Champon. La boxe, c'est par là. Vous tournez à gauche et vous pourrez vous garer là-bas. Il rejoint l'ambiance surchauffée du ring. Ici, il n'y a pas de touristes, uniquement un public de passionnés. Tap, 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 tap. Debout sur les chaises, les plus excités sont en fait des bookmakers. J'achète, 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 j'achète. Ils prennent des paris tout au long des matchs, en faisant des signes de la main, un peu comme à la bourse autrefois. Derrière les spectateurs massés autour du ring, Klasuk se prépare, sûr de lui. À côté, sur leur natte, d'autres enfants attendent leur tour d'aller se battre. Certains se sont même assoupis, alors que pendant ce temps sur le ring, les combats font rage. Les coups sont portés avec une telle violence que les blessures sont fréquentes. Cet enfant a l'arcade bien amochée. Son adversaire est encore plus mal en point. En fin de combat, il ne tient même plus sur ses jambes. Son entraîneur est forcé de venir à sa rescousse. Blessé lui aussi, le gagnant n'a qu'une douzaine d'années, mais il est loin d'être le plus jeune à monter sur le ring ce soir. À côté de lui, cet enfant a tout juste 7 ans. Quand vient son tour de combattre, ce n'est pas le moins acharné. Il est pourtant si petit qu'à la fin du match, son entraîneur est obligé de le porter pour l'aider à passer par-dessus les cordes du ring. C'est maintenant au tour de Klasuk de se battre. Et maintenant, Klasuk sort plein gaine. En culotte bleue, c'est lui le favori. Son arme la plus redoutable, ce sont ses coups de genoux, très douloureux. Son adversaire montre très vite des signes de faiblesse. Du côté des bookmakers, tous parient sur une victoire rapide de Klasuk. Un dernier coup de genou et l'arbitre préfère interrompre un combat si déséquilibré qu'il en devient dangereux pour l'adversaire de Klasuk. C'est la 50e victoire du petit champion. Elle lui rapporte 2500 bahts, une cinquantaine d'euros. En Thaïlande, c'est une semaine du salaire d'un ouvrier. Juste à côté de lui, son adversaire est réconforté par sa famille. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je demande au boxeur en culotte rouge de venir chercher son argent. Viens, viens chercher ton argent. Avec l'argent qu'il gagne et un pourcentage sur les paris, les meilleurs petits boxeurs peuvent faire vivre toute leur famille. Les plus vaillants d'entre eux partiront faire carrière à la capitale. Bangkok, à quelques kilomètres seulement de la circulation anarchique du centre-ville, l'hôtel 13 Coins est un haut lieu de la boxe thaï. Les enfants boxeurs les plus talentueux s'entraînent ici.
Le dimanche, ils peuvent profiter de la piscine et de l'étang poissonneux du resort. L'ambiance du camp des bananes paraît loin. Et pourtant, tous les jours, ces gamins sont soumis à des entraînements qui font souffrir leurs jeunes organismes. Juste derrière le parking de l'hôtel, le propriétaire a fait construire ce ring. Vite, 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 vite! Allez, une dernière série là. Avec les mains plus basses cette fois, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cet athlète de 11 ans enchaîne des séries de coups de pied jusqu'à en vomir. Cela ne choque pas Serge Pinto. Le Français envoie même s'entraîner ici son fils de 16 ans, Victor, à chaque fois qu'il a un combat important à Bangkok. En France, il n'aurait pas eu le droit de combattre avant sa majorité. En Thaïlande, il a pu commencer à 11 ans, avec la bénédiction de son père. Voici les images de l'un de ses tout premiers combats. À ses débuts, les KO qu'il infligeait à ses adversaires le laissaient un peu perplexe. Aujourd'hui, Victor ne va plus à l'école, il consacre tout son temps à son sport. La législation thaïlandaise n'autorise les boxeurs à combattre qu'une fois par mois, tant leur corps est soumis à rude épreuve. Il y a les coups bien sûr, mais aussi un régime alimentaire qui, 48 heures avant un combat, les force à se priver, puis à se gaver. Là, par exemple, t'as pas le droit, même si t'es déshydraté, faut pas que tu boives. Victor a 3 kilos à perdre, alors même un verre d'eau, ce serait trop. Juste un verre, si je prends juste un verre d'eau, ça me ferait monter de 500 grammes, ça me ferait monter. Ce soir, c'est pourtant l'anniversaire de Sasa, son amie. Pour ses 16 ans, la jeune championne a droit à un karaoké et à un grand festin à la thaïlandaise, avec des dizaines de plats. Il y a tellement de plats que je ne sais pas quoi choisir. Victor a enfin droit à son verre d'eau, mais elle n'est même pas fraîche. C'est quoi que tu bois là? De l'eau chaude. Quelle raison? Parce qu'en fait, l'eau fraîche, en fait, ça donne envie de plus s'en boire, en fait, quand c'est frais. Donc quand c'est chaud, après, ça déshydrate plus, quoi, en fait. En face, il y a quelqu'un qui kiffe, et en face, là, il y a quelqu'un qui kiffe pas. La pesée officielle du jeune champion aura lieu demain matin. Le règlement est strict. S'il fait plus de 50 kilos, Victor sera déclaré forfait. Il est 5h30. Tout le monde dort encore au 13 Coins Resort. Antoine et Serge sont déjà debout, car Victor combat aujourd'hui. Et la matinée s'annonce chargée. Les Pinto filent en taxi vers le stade, tandis que le jour se lève sur Bangkok. La pesée n'aura lieu qu'à 7h. Mais il leur faut arriver bien... La pesée n'aura lieu qu'à 7h. Mais il leur faut arriver bien avant. Vous allez comprendre pourquoi. La salle, où aura lieu la pesée officielle avec cette grosse balance, est encore fermée. Mais en fait, tous les boxeurs arrivent avant son ouverture pour pouvoir se peser de manière officieuse. Vous pouvez venir vous peser. Et tenter d'ajuster leur poids jusqu'au dernier moment. C'est au tour de Victor. Ça fait 111 livres. Victor est trop lourd. Il y a une livre de trop, ça fait 420 grammes. Il va aller les perdre, il va aller courir.
Victor a moins d'1 heure pour perdre ses 420 grammes de trop. Il part courir sur l'immense parking situé à l'arrière du stade. Dans sa combinaison de sudation, il enchaîne les tours à un rythme soutenu pour perdre ainsi le maximum de poids en un minimum de temps. Il est 7 heures, c'est l'heure de la pesée officielle. 125,8 livres pour le boxeur Kaolong. Victor va maintenant connaître le verdict de la balance. Il enlève son slip, c'est toujours quelques grammes en moins. 110 livres pour Victor Pinto. C'est gagné au gramme près. Victor fait très exactement le poids maximum autorisé dans sa catégorie. Pour son adversaire, un jeune japonais, ça ne se passe pas aussi bien. Ouais, je sors, je vais pister le Jap, là. Je vais voir s'il crève. Shiro, le japonais, a beau courir, il n'arrive pas à perdre assez de poids. Il court pas très vite. Voilà. Il a 2 livres à perdre. Serge espère que Shiro devra encore passer par ce sauna. Une épreuve épuisante pour perdre du poids avant un combat. Allez, saute, saute. Pendant ce temps, Victor fonce vers la supérette la plus proche pour en dévaliser les rayons de chips et de sucreries. Il n'y a rien de mieux, c'est le meilleur moment de la boxe. Victor veut reprendre un maximum de poids avant son combat. Ses coups seront plus puissants. Après 2 jours de privation, il doit maintenant engloutir la nourriture. Je vais récupérer 80% de mon poids, je vais récupérer à peu près. Il va reprendre 2 kilos en 12 heures. Ce soir, des centaines de milliers de Thaïlandais auront les yeux rivés sur lui. La télévision thaïlandaise a choisi de retransmettre son combat, car Victor va combattre dans le temple de la boxe thaï, le Lumpini Stadium. Mesdames, messieurs, bonsoir. Seuls les meilleurs boxeurs du moment ont le droit de monter sur ce ring. C'est bien, vas-y, frappe, frappe. Allez. Devant les caméras de télévision, les blessures et les KO sont monnaie courante. Avant les combats, c'est toujours son grand frère, Antoine, qui s'occupe des derniers préparatifs de Victor. Le jeune Français ne laisse paraître aucune émotion. Juste à côté de lui, il y a son adversaire japonais, Shiro. Une dernière photo avec son ami Sasa et direction le ring. Et maintenant, Victor Pinto, un Français, affronte Shiro, un Japonais. Merci à notre sponsor Antacil. En cas de blessure, il offrira 500 bahts pour chaque point de suture. Vas-y, frappe fort, tape. Sous le regard de son père, Victor commence parfaitement son combat. Il domine nettement son adversaire grâce à ses coups de pied. Laisse-le venir maintenant, tu vas t'épuiser. Victor veut trop en faire. Prends ton temps, Victor. Prends ton temps. Son frère est inquiet. Victor prend des risques en se jetant sur son adversaire au lieu de gérer prudemment son avance. Doucement, Victor, doucement. Oh putain, il va s'en prendre une. À quoi tu joues? À la pause, son frère et l'entraîneur ne sont pas contents du tout. Ouais, tu fais trop le malin. Reste prudent là. Seulement Victor n'écoute pas les consignes et la sanction est immédiate. Victor
encaisse une série de coups de poing redoutables. Il risque le chaos à tout moment. Mais frappe, qu'est-ce que tu fous? Plus fort! Encouragé par tout son clan, Victor réagit et pilonne son adversaire de coups de pied. Le Français finit par l'emporter, très largement. Pourtant, son frère est plutôt critique. Tu gagnais largement, t'avais pas à forcer autant, tu t'es fait chier pour rien. Mais je savais pas si je gagnais ou si j'étais en train de perdre. Quoi? Tu savais même pas si tu gagnais ou si tu perdais? Alors qu'il était en tête, Victor a pris des risques inutiles. Malgré les honneurs de la victoire, il n'est pas du tout content de lui. Je pense que moi j'ai pas très bien boxé en fait parce que j'ai pas bien suggéré mon combat en fait. Ce soir, il a gagné 40 000 bahts, soit 700 €. Mais il a surtout assuré la renommée du clan Pinto. Retour en Suisse. À Genève, la soirée Free Fight bat son plein derrière les murs de ce palace. C'est le combat des combats que tout le monde attend. Cyril Bravet, France. Il est temps pour Cyril, le prothésiste lyonnais, de rejoindre le ring pour le combat vedette de la soirée. Face à lui, l'un des meilleurs free fighters européens, Olavo Bello. Ce Suisse d'origine brésilienne vit à Genève. Il est ici une star. Cyril, qui ne peut combattre qu'à l'étranger, a l'habitude de ne pas être le favori du public. Olavo Bello, il vient d'ici, il est chez nous à Genève, en Suisse. Seulement pour lui, le combat ne va pas durer bien longtemps. Ce coup de pied est le seul que le Français parviendra à donner ce soir. Le Brésilien le domine de bout en bout. Il lui inflige une véritable punition. Finalement, sur un étranglement, Cyril est contraint d'abandonner. Au total, le combat a duré moins de 2 minutes. Cyril, abattu, regagne le vestiaire. Le réconfort des autres combattants n'y changera rien. Le champion est furieux contre lui-même. Voilà, non, j'ai pas été bon, du tout. Mais vraiment pas bon. Exactement ce qu'il voulait que tu fasses. Ouais, sur l'échange de coups, c'est toi qui baisses la tête, le monde à l'envers. Je vais faire le combat le plus rapide de la soirée, tu sais. Ça te prend. Oh non mais c'est n'importe quoi. Mauvaise soirée pour Cyril. En revanche, Raïd Salah, le promoteur du spectacle, est ravi. Il a réussi son coup. Exceptionnel, je suis très très content. Attendez-vous juste à la deuxième qui va. Vous voulez en faire quelque chose de régulier? À mon avis, c'est une fois par année, mais on va essayer d'avoir un niveau plus haut, même pour conquérir les États-Unis, pourquoi pas. Voilà, merci, bonne soirée. Aucun incident dramatique n'a entaché sa première soirée. Il pourra donc remettre ça avec la bénédiction des autorités. En France, malgré les pressions de nombreux sportifs, l'organisation de combats de free fight reste strictement interdite. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour Paris Urgence de nuit. Sauver la vie de personnes en détresse, c'est le quotidien de ces héros anonymes
qui travaillent la nuit. Urgence pompier. Il y a eu une explosion. Sortez par les fenêtres, il y a le feu. J'entends des cris, il y a de la fumée. Lorsque la ville dort ou que les jeunes font la fête, ces hommes et ces femmes sont sur le terrain avec une seule mission: intervenir dans les plus brefs délais pour secourir, soigner et protéger. Nous avons suivi Thierry, un agent de sécurité dans les bus de nuit. Les violences, la misère sociale, il est toujours en première ligne. Ménilmontant se présente. Mais aussi Sophie, une des rares femmes dans ce monde d'hommes. Elle est médecin, touchée par un drame personnel dans son enfance. Elle se dévoue corps et âme au service des autres. Et enfin, les pompiers de la caserne de Montmartre, dans leurs missions les plus périlleuses. Leur devise: sauver ou périr. À Paris, le week-end, les nuits sont toujours chaudes. Cette émission a été préparée avec Julie Mamoumani, rédaction en chef Laurent Huberson, Maude Brunel et Sophie Caranta, production Fanny Rosello. Bonne soirée sur M6.